En solde dans cette édition d'information Assemblée Générale du SONTAC, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire une place dans vos ménages. Une action sociale pour la salubrité du quartier Akebe-Poto. Un des fils de ce quartier a offert un don composé d'outils pour l'entretien de celui-ci, un geste salué par l'ensemble de la population ainsi que le chef de quartier Julien Ibili. Les précisions avec Arnaud Babekong et Yvon Bertrand Koumile Kandouba. Un tour chez les commerçantes du marché d'Akebe, une visite tantôt à Akebe-Poto. Séraphin Ondumba a parcouru ce périmètre qu'il a vu grandir pour une action sociale dans le but de participer à la salubrité du quartier d'enfance auquel il reste profondément attaché. On a pris en compte un certain nombre de problèmes. Et dans l'immédiat, on avait décidé de vous amener ce matériel pour que vous gardez votre quartier dans des bonnes conditions. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir le matériel que vous avez ici devant vous. Un geste de reconnaissance et de citoyenneté de ce jeune homme qui ne s'est jamais éloigné des siens. C'est le sentiment partagé par le chef de quartier d'Akebe-Poto. Le don composé essentiellement du matériel de nettoyage et de désherbage servira à l'embellissement de l'espace avant, pendant et même après les journées citoyennes. La journée citoyenne n'est pas passée sous silence dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Ici, outils à la main, les membres d'une ONG ont décidé d'assainir cette partie de la ville avec l'appui du Programme national de lutte contre le paludisme. Reportage mis en image par Régis Akumba. L'incivisme notoire des populations du 2e arrondissement de la commune de Libreville a plongé le pont reliant la cité Mébiam au quartier Atimitios dans une insalubrité qui ne dit pas son nom. Mais fort heureusement, cette partie de la ville a connu une cure de jouvence à l'occasion de la journée citoyenne, initiée par les plus hautes autorités du pays. Un acte salutaire à mettre à l'actif d'une ONG. Nous avons initié en cette période, n'est-ce pas, une semaine citoyenne qui commence par la journée citoyenne, qui consiste, n'est-ce pas, à élaguer les arbres, à ouvrir le canal principal de Véa. Samedi, nous avons commencé par cette zone du petit pont de la Tsembiam qui donne accès au quartier Atimitios. Parce que nous estimons que cette zone-là représente un secteur d'inondation majeure lorsqu'il y a des grandes pluies. Et par rapport à ça, toutes les populations se plaignent des inondations dont nous voulons, n'est-ce pas, curer avec l'aide de toutes les populations qui sont en train d'arriver en masse pour que le facteur inondation puisse être contenu. Vivre dans un environnement sale n'est pas sans conséquences sur le plan sanitaire. C'est la raison pour laquelle le Programme national de lutte contre le paludisme a jugé opportun d'apporter sa modeste contribution dans l'accompagnement de cette ONG sur le terrain. Nous avons trouvé que c'est une idée louable, donc nous sommes venus les accompagner sur ce point-là. Et vu que c'est toute une semaine qui s'annonce, où il va également avoir des sensibilisations, le Programme national de lutte contre le paludisme veut être là pour sensibiliser les populations sur la question du paludisme. Vous savez, le lien qui est tout à fait étroit et qui est tout à fait direct entre l'insalubrité et le paludisme. Dans ces eaux stagnantes, nous avons des gîtes larvaires où les moustiques se multiplient. Le moustique étant le vecteur du paludisme, donc nous venons là les accompagner pour qu'on puisse assainir cet environnement, pour pouvoir laisser les populations dans un environnement sain. Le chef de quartier, quant à lui, a émis le vœu que cette action se pérennise. Et il a par ailleurs sensibilisé les populations sur la nécessité de s'abstenir de jeter les ordures dans les cours d'eau.
qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas les recommandations du chef de l'État. On leur dit de nettoyer l'environnement. L'environnement doit être propre. C'est la base des conditions hygiéniques. Personne ne suit. On jette dans les cours d'eau tout ce qu'il ne faut pas jeter, les matelas, les objets de tout ordre. Alors c'est pas normal. C'est pas normal. S'il faut encore revenir peut-être à la chicotte, peut-être qu'ils comprendront. Mais comme ça, jusqu'aujourd'hui, on est en train de sensibiliser, mais personne ne suit. C'est un fait dûment constaté dans notre pays. Bon nombre des bâtiments sont abandonnés à eux-mêmes pour la plupart, ne pouvant être occupés, ce qui vient remettre sur la table du gouvernement la problématique du gaspillage des investissements publics. Un reportage, Fabiola Mengue. Lorsque l'on sillonne la capitale gabonaise ou l'intérieur du pays, de nombreux bâtiments sont laissés à l'abandon. Ces différents bâtiments qui ont coûté soit des millions aux contribuables gabonais sont considérés pour certains comme une perte. Pour exemple, nous avons un immense bâtiment entre les affaires étrangères et Jeanne Ebouri, celui entre l'ambassade de Russie et Japon, l'école des officiers de Mondilou, l'école de formation des infirmiers à Mouila et il y en a tant d'autres. Pourquoi de tels investissements et aussi coûteux les uns pour les autres ne sont pas utilisés? Or, l'on sait que de nombreux de ces investissements sont source de conflits avec l'État et certains syndicats. L'école des infirmiers de Mouila figure dans les revendications des syndicats de la santé. En ce qui concerne l'école de Mondilou, l'État perd par an des millions pour envoyer les officiers gabonais à l'extérieur du pays pour une formation qu'ils peuvent suivre dans leur pays. Comment explique-t-on l'acharnement de l'État à perdre de l'argent dans des constructions non productives? Une question taraude des esprits. Si l'on fait la somme de tout ceci, l'État gagnerait à régler tous les problèmes de gaspillage qui minent le pays. Rien à voir avec ceux qui précèdent. Appartenant au bloc dynamique unitaire, le SAMTAC, syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile, a échangé ce matin avec sa base sur la nécessité de refuser les mesures d'austérité, une rencontre rentrant dans le cadre de la poursuite de la tournée d'explications entamée par la dynamique unitaire. Marielle Ecom. La tournée d'explications sur les mesures d'austérité budgétaire prises par le gouvernement se poursuit. Après leur passage au ministère des Travaux publics, le tour est revenu aux agents du ministère des Transports de recevoir les responsables de la dynamique unitaire. Le message est le même à chaque étape, le refus systématique de ces mesures. Dans le cadre de la collaboration entre les syndicats aujourd'hui, qui ont formé un bloc pour le refus, un geste systématique, des mesures uniques prises par le gouvernement. Nous avons estimé qu'il fallait donc édifier les agents du ministère des Transports. C'est pourquoi nous avons convié la dynamique unitaire dans ce sens, pour qu'ensemble, nous expliquons aux abonnés de bien fonder, les travailleurs déjà, de bien fonder de rejeter ces mesures qui sont impopulaires, et ce n'est que la continuité des actions impopulaires qui sont prises par le président de la République qui sont arrivées à la République. Le SAMTAC, syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile, rejette ces mesures qu'il qualifie comme étant une bombe à retardement. Le gouvernement s'est rendu impopulaire, donc on n'a même pas besoin de faire la publicité. Déjà rien que par l'appréciation même des points, des différents points qui sont aujourd'hui posés, il est tout à fait logique que ce soit, que la mobilisation se fasse de manière spontanée. Et donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, le ministère des Transports n'est pas marge de ces mesures. Et donc c'est tout le monde qui va se mobiliser sans même qu'on ne fasse la pression. Et donc pour nous aujourd'hui, le gouvernement est en train d'utiliser des gros moyens. Au moment où nous sommes, nous passons des moments difficiles, il n'y a pas de moyens, vous trouvez quand même de l'argent pour financer des campagnes où vous savez dont vous savez déjà l'issue. L'issue, c'est qu'aujourd'hui, ces mesures vont être rejetées, qu'on le veuille ou pas. C'est des mesures, c'est une bombe à retardement. Plusieurs responsables d'autres syndicats ont pris part à cette rencontre d'échange. Un grand rassemblement des agents publics est prévu ce 11 juillet 2018. Un rassemblement qui pourrait donner le top à une levée de bouclier social. Lui, Patrick Mombo, secrétaire général de la dynamique unitaire, a saisi cette occasion pour inviter à nouveau l'ensemble des travailleurs à prendre part à cette grande assemblée générale. Il est au micro de Marielle Ecom. Les membres de la dynamique unitaire, nous sommes confiants par rapport à la journée du mercredi 11 juillet à 13h. Nous attendons seulement tous les agents publics, tous les travailleurs du secteur parapublic et privé, massivement au terrain de basket de la cité à Oudjé.
Parce que tout ce temps que nous sommes concernés par les mesures d'austérité imposées par le gouvernement depuis le 21 juin 2018. Que les agents de l'État ne tombent pas dans le piège, c'est-à-dire que seuls sont concernés par ces mesures d'austérité, c'est seulement les travailleurs qui gagnent entre 650 000 et plus. C'est faux parce que tous les travailleurs sont bel et bien concernés parce que les mesures d'austérité, c'est un ensemble qui frappe tous les travailleurs. Lorsqu'on parle du gel de recrutement, du gel de mise en stage, ça concerne aussi bien ceux qui gagnent entre 650 000 et plus et ceux qui gagnent également en deçà. Lorsqu'on parle du blocage de la carrière, ça concerne également les agents qui gagnent en deçà de 650 000. Donc vous comprenez ici que ces mesures d'austérité concernent tous les travailleurs. Donc il n'est pas question de tomber dans le piège du gouvernement qui tient aujourd'hui un discours sectaire et divisionniste. Et d'ailleurs, le gouvernement a annoncé que d'autres mesures d'austérité plus drastiques vont arriver. Donc c'est pour dire que même ceux-là qui seront peut-être, je dis bien peut-être épargnés dans un premier temps, seront également concernés lorsque d'autres mesures arriveront. Donc l'appel des dynamiques militaires, c'est de demander à tous les travailleurs, aussi bien du secteur public, parapublic que privé, de venir nombreux demain, donc à 13h, le 11 juillet à 13h, au terrain de basket de la cité à Oudier, pour prendre part à la grande assemblée générale des travailleurs. Merci, monsieur. L'actualité, c'est aussi à l'intérieur du pays. Les Molles-Villois ne sont pas épargnés des difficultés que rencontrent les Libres-Villois, à savoir les pannes d'électricité et absence d'eau potable en cette période de fin d'année au lycée Jean-Jacques Boucavel. C'est le calvaire total. C'est ce que nous rapporte ici Euphrem Bioguezo. L'absence criarde d'eau potable dans les robinets de bon nombre de consommateurs libres-villois n'est pas un acte isolé. À l'intérieur du pays, les populations ne sont pas épargnées car confrontées au même type de difficultés. Mouila, chef-lieu de la province Langounier, est également touché par ces multiples dysfonctionnements occasionnés par Damé Segé au lycée Jean-Jacques Boucavel qui fait office de centre d'examen lié au baccalauréat. Cette structure d'utilité publique est également privée d'eau courante, une situation qui dure depuis plusieurs années. C'est une journée entière sans avoir de l'eau, ou encore lorsqu'il s'agit d'aller aux besoins et tout, c'est compliqué. On pourrait aussi pour se laver ici, mais bon, je sais pas. Les populations ont recours au système D, la débrouillardise comme au temps de la colonisation. Tous les moyens sont bons pour s'approvisionner en eau courante, chose qui devrait pousser des profondes réflexions des gouvernants. On s'habitue parce qu'on vit ça pratiquement tout le temps, ça dépend des zones déjà. Donc on s'habitue simplement au système et puis on se dit on fait avec. Mais oui, on prend soit une bougie, mais la lumière du téléphone, une torche ou encore une lampe. Parce que généralement nos parents sont déjà, comme ils savent déjà qu'il y a des coupures comme ça tout le temps, ils se préparent en conséquence, on achète des lampes, des bougies ou encore des torches rechargeables simplement pour éviter d'être dans le noir pendant ces moments de coupure. Le premier responsable du lycée Jean-Jacques Boucavel a tout de même entrepris quelques pistes de solutions. La distribution d'eau au sein de cette entité est très souvent effectuée par des opérateurs économiques. J'avoue que c'est extrêmement très compliqué pour moi, pour un centre d'examen, et pourvu des moyens conséquents pour pouvoir pallier. Sauf que ce que nous pourrons peut-être espérer, c'est que l'opérateur économique que nous avons choisi puisse continuer à servir de l'eau aux apprenants. Parce que si seulement s'il y a rupture, vous comprenez bien que les efforts que nous avons fournis au niveau de l'internat sera vain. C'est seulement s'il n'y a pas d'eau, puisqu'il y a les toilettes que les anciens élèves doivent utiliser. De même, à l'internat comme ici à l'administration. Donc s'il n'y a pas d'eau, ce sera infernal. Donc nous pensons tout simplement solliciter, n'est-ce pas, l'unité de l'opérateur pour qu'il n'y ait pas de rupture en approvisionnement. D'aucuns concluent que seul le départ et la rupture du contrat de Veolia avec l'État gabonais devraient permettre aux populations de souffler. Au contraire, les conditions de vie des Gabonais se dégradent au fil du temps. Au lycée Jean-Jacques Boucavel, l'absence d'eau potable et d'électricité dicte leur loi au quotidien.
À Mouila, nous y restons pour parler cette fois-ci d'éducation. Ils sont environ 2250 candidats qui planchent pour la saison 2017-2018. Les épreuves du baccalauréat, tout se déroule dans de bonnes conditions. C'est ce que nous rapporte ici Euphrame Bioguedzo. La capitale provinciale de Langounié n'est pas en marge du déroulement des épreuves écrites liées à la session du baccalauréat 2017-2018. Ils sont au total 2250 candidats qui compétissent avec 375 candidats provenant d'autres départements de la province de Langounié et 190 candidats libres. Au lycée Jean-Jacques Boucavel de Mouila, retenu pour faire office de centre, tout est fin réuni. Ils sont tous là. Le directoire, c'est-à-dire la présidence, qui est composée de deux présidents, le président de centre que je suis et le président du jury. Et la présidence, allais-je dire, est au complet. Hein, tous les présents sont là. Le secrétariat est au complet et le responsable principal du secrétariat est là devant. L'infirmerie existe. Le service de sécurité, la sécurisation des hommes et des biens est assuré par la gendarmerie et la police. Donc nous avons 10 agents qui assurent la sécurité de jour comme de nuit. Les enseignants correcteurs, les surveillants, et bien tout le monde est là, mobilisé sur les deux sites, ici à Jean-Jacques Boucavel et au lycée Saint-Gabriel. Peu avant les épreuves écrites, les candidats en lice ont d'abord planché sur les activités sportives. Et dans l'après-midi, l'épreuve de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous avons également deux épreuves. On a la philosophie pour toutes les séries. Et dans l'après-midi, le français également pour toutes les séries. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à vendredi. Quant aux épreuves, ces dernières sont jugées abordables par des candidats. Les épreuves étaient plus ou moins abordables. Ça dépend normalement de la manière que chacun a pu étudier. Et si vous avez eu la chance, peut-être que le sujet que vous avez traité en classe puisse apparaître, vous pouvez mieux vous en sortir. Maintenant, si vous n'avez pas eu peut-être à traiter le sujet, vous trouverez que les sujets sont plus ou moins complexes ou encore implicites pour certains. On a complété sur la philosophie aujourd'hui et bon, personnellement moi j'ai pris le sujet de type 3 qui n'était pas trop compliqué. En fait j'ai compris le sujet, les épreuves n'étaient pas si corsées que ça. On remercie le Seigneur et puis j'espère seulement que les autres ont vu l'épreuve comme moi j'ai vu, quoi, pas trop compliqué. Bon, c'est vrai que c'est un domaine où je m'en sors, sujet de type 3. Je ne sais pas trop si dans les autres sujets c'était comme ça, mais pour ceux qui ont pris le sujet de type 3, j'espère qu'ils ont vu ça comme moi. Une session du baccalauréat 2017-2018 qui pourrait enregistrer un taux de réussite important du fait que l'année qui s'achève n'a guère connu des perturbations en termes de grève. La difficulté majeure va, elle, demeurer sur les structures devant recevoir ces milliers d'étudiants qui frappent aux portes des universités gabonaises. En 58 ans d'indépendance, le Gabon brille toujours dans l'absence de bâtir des infrastructures liées à l'éducation. En éducation, nous y restons, mais cette fois-ci du côté de Lambaréné, où la remise des parchemins au complexe scolaire Noël Ikapi Iwangu a clôturé les activités académiques de cet établissement. Les précisions avec Marie Lécom. Tenue de circonstances oblige pour ces élèves stagiaires du centre de formation Noël Ikapi de Lambaréné pour la cérémonie de remise de parchemins en cette fin d'année académique. Sur les 20 inscrits dans la filière santé, 16 ont obtenu leur diplôme, soit un pourcentage de 80%, tandis que dans la section éducation préscolaire, 12 inscrits, mais seuls 10 ont reçu leur sésame. Car malgré vos multiples préoccupations, vous avez tenu à rehausser de votre présence à cette cérémonie. Cérémonie qui consiste à la remise des certificats de fin de cycle à nos élèves de deuxième année santé et préscolaire. Cette formation n'a pas été facile car parsemée d'embûches, mais vous vous êtes accrochés. Vous
pouvoir mériter ce sésame. Ainsi, chers apprenants, soyez des modèles respectueux. Pour moi, dans ce qui sera désormais votre milieu professionnel, afin d'amener haut et loin la renommée du complexe. Veuillez recevoir par ma voix le souhait d'une bonne chance. Les promotionnaires se sont succédés pour recevoir leur parchemin, celui qui pourra désormais leur ouvrir les portes du monde du travail. Un jour spécial pour cette promotion, composée essentiellement de femmes. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec joie. Il marque ainsi la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour d'un nouveau départ. Oui, au terme de 18 mois de dur labeur, nous pouvons être fiers de ce sésame et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Justin Omva, collaborateur de la première heure, s'est vu décerner le prix spécial pour son dévouement et sa loyauté, une initiative du fondateur de ce complexe, approuvée par l'assistance, en jugé par ses acclamations. Merci pour votre loyauté, pour votre assiduité, pour votre abnégation au sein du complexe. Donc, vous passez tout votre temps et vous avez vu l'enfant naître et vous avez vu l'enfant grandir. Les mots me manquent. Ne regardez pas la valeur du carton ou la grandeur du cadeau, mais considérez plutôt le geste, la reconnaissance qui vient du fond de mon cœur. Je vous dis merci. De retour à Libreville, parlant à présent de politique, l'exercice d'explication des mesures d'austérité est au cœur de l'actualité. Quelques acteurs de la société s'y adonnent. Le cas de Karim Nziengui qui s'est livré à cet exercice avec les populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville afin d'expliquer à ces dernières ces mesures d'austérité. S'en est-il sorti convaincant? Élément de réponse dans ce reportage signé Arnaud Babekongue et Yvon Bertrand, Koumile Kandomba. Les mesures gouvernementales dites d'austérité vont encore pendant longtemps créer un effet d'explication pour tenter, bien que l'exercice est laborieux et délicat, de les faire comprendre aux populations gabonaises. Certains acteurs se livrent à cet exercice. C'est le cas de Karim Nziengui, responsable d'une structure associative qui a réuni les populations du 5e arrondissement pour la cause. Après le lancement de la campagne qui consiste à expliquer aux populations du 5e arrondissement et d'autres arrondissements d'ailleurs, d'apporter des explications sur les mesures d'austérité, j'ai estimé que les leaders religieux, les maîtres traditionnels, les responsables des structures associatives sont des véritables relais car ils sont chaque jour au contact des populations et qu'il est tout à fait indiqué que chacun ait le bon message, que chacun ait la bonne information sur ces mesures d'austérité afin que chaque Gabonais, peu importe le milieu qu'il fréquente, peu importe son obédience spirituelle, comprenne la nécessité et le bien fondé de ces mesures d'austérité, mesures courageuses prises par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, plusieurs points ont été clarifiés. Certaines personnes ont compris ce qui paraissait flou. Donc, ces leaders sont venus pour justement avoir toutes ces informations. L'analyse faite par le conférencier sur ces mesures se résume en des termes de mesures dites courageuses qui consacrent l'aide des plus forts envers les plus faibles, sans toutefois expliquer pourquoi nous en sommes là ou qu'est-ce qui explique le déficit budgétaire de l'État, autrement dit, quelles en sont les causes. Des questions survolées donnant au final l'impression d'un simple exercice de communication au relent politique défensif. En politique, nous y restons. Toujours à la une de l'actualité, les mesures de redressement des finances adoptées lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018 pour Jean-Jacques Francis Evouna, observateur aguerri de la situation tant politique, économique que sociale et environnementale de notre pays. Il faut à présent élargir
les échanges avec des confédérations syndicales telles que la Dynamique Unitaire pour expliquer le bien fondé de ces mesures. Il est au micro de Pierre Parfait Mbadikumba. Imposer à tous ces démembrements de pouvoir les mesures d'austérité prises par l'exécutif lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018 alimentent toutes les conversations à Libreville. Ces mesures drastiques, adoptées avec une application immédiate, mettent en lumière plusieurs choix pour notre économie. Il y a également un autre choix en politique économique qui est une politique de stabilisation ou encore appelée la politique de rigueur ou la politique d'austérité. C'est ce conflit-là, un tant soit peu, qui a fait naître ce que les économistes appellent la courbe de Phillips. C'est-à-dire il y a un conflit entre les choix dont je viens de vous parler. Si on décide de faire dans la relance économique, on veut stimuler la croissance, créer les conditions de performance et de productivité des entreprises, les rendre dynamiques et régler le problème du chômage. Maintenant, les programmes qui sont mis en place, je me pose la question de savoir si l'État, ayant constaté que le budget qui devait soutenir, parce que quand on parle de la relance, il y a un budget de relance. Ayant constaté qu'effectivement, les fondamentaux et la structure même de l'économie avaient quelques problèmes, le gouvernement a-t-il voulu prendre les mesures structurelles, et donc qui feraient l'amélioration des fondamentaux économiques, le plein emploi, etc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on peut penser à une incohérence, mais il y a que, à l'intérieur de ces politiques-là, on peut trouver le juste milieu, qui serait celui de permettre à ce que l'amélioration se fasse dans l'équilibre économique, dont les fondamentaux, je viens de citer la croissance économique, la stabilisation des prix, etc. Et effectivement, revisiter toute la structure contractuelle. Audit de la masse salariale, interdiction de recrutement de la main-d'œuvre non permanente, décote de 5% sur certaines fonctions administratives. Plusieurs de ces mesures font bondir la Confédération syndicale Dynamique Unitaire qui annonce une assemblée générale le 11 juin 2018. Nous n'avons qu'un seul dénominateur commun local. Le conseil que le syndicaliste que je suis dans le domaine du patronat, Dynamique Unitaire que vous citez dans le domaine des employés, il y a lieu de mettre en place véritablement un élan de solidarité. Solidarité parce que si nous voulons que les choses marchent, parfois il faut faire table rase. C'est vrai que le gouvernement a l'obligation de faire conserver certains acquis aux employés, ce qui est normal. Et ce sont d'ailleurs les recommandations que des organisations telles que l'OIT, dans le cadre des conseils et des politiques qu'ils conseillent aux États, c'est effectivement la négociation. Moi, je souhaite que la démarche de dynamique unitaire n'est pas infondée ou n'est pas du tout non plus une démarche va en guerre en tant que telle. Il faudrait que les autorités du pays se rendent compte que pour traiter un malade, on a besoin de le consulter. Pour le gouvernement, grâce à ces différentes mesures, notre pays pourra économiser 140 milliards en 2018 et un peu plus les années suivantes. Il en va aujourd'hui de l'intérêt national qui exige un minimum de sacrifices.
Cap à présent l'actualité hors de nos frontières. Au lendemain du départ du ministre britannique du Brexit, celui des Affaires étrangères Boris Johnson a remis sa démission après que Theresa May a arraché un accord sur la sortie de l'Union européenne. Jeremy Hunt a été nommé pour le remplacer. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Deux poids lourds du gouvernement de Theresa May qui claquent la porte. Successivement, David Davis, ministre en charge du budget dimanche, puis Boris Johnson, chef de la diplomatie britannique lundi, démissionne. Ces deux ministres, eurosceptiques et véhéments partisans du Brexit dur, étaient en désaccord avec Theresa May sur la future relation avec l'Union européenne après le Brexit. La première ministre britannique a rendu hommage au travail accompli par ces deux ministres ces 2 dernières années. J'aimerais rendre hommage à mes amis membres de cette Chambre dans leur circonscription, David Davis et Boris Johnson, pour le travail accompli ces 2 dernières années. Nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'organiser le Brexit, comme le résultat du référendum nous y a engagés. Vendredi, Theresa May semblait pourtant satisfaite du processus de Brexit en cours. Elle venait d'obtenir l'accord de son gouvernement pour le maintien d'une relation commerciale étroite avec l'Union européenne. Johnson, comme Davis, étaient eux partisans de rompre plus nettement les liens avec Bruxelles. Il y avait selon moi un certain nombre de faiblesses dans ce plan et il me revenait de le présenter, de l'expliquer et de le défendre devant le Parlement britannique puis de le porter devant l'Union européenne. En toute honnêteté, comme il était clair que j'avais certaines réserves, cela n'aurait pas été plausible et je n'aurais pas bien fait mon travail. Leur départ fragilise encore davantage le gouvernement de Theresa May et remet en cause cet équilibre instable en son sein entre partisans d'une solution de compromis avec Bruxelles et défenseurs d'une ligne de Brexit dure à 9 mois de la sortie effective de l'UE. Le président américain Donald Trump a nommé le juge conservateur Brett Kavanaugh à la Cour suprême en remplacement du juge démissionnaire Anthony Kennedy. Le Sénat doit désormais le confirmer à cette position. Les précisions une fois de plus avec nos confrères de la presse internationale. C'est la fin d'un long suspense. Voici le nouveau magistrat nommé à la Cour suprême par Donald Trump. Entouré de ses proches, Brett Kavanaugh fait part de son émotion. Aucun président n'a jamais consulté plus largement ou parlé avec autant de personnes venant d'horizons différents pour recueillir des informations sur une nomination à la Cour suprême. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant. Je suis touché par votre confiance. Membre de la Cour d'appel de Washington DC depuis 2006, Brett Kavanaugh, 53 ans, a été conseiller juridique de l'ancien président républicain George W. Bush. Ce catholique pratiquant aux valeurs conservatrices est opposé à la loi Obamacare sur la couverture maladie universelle ou encore à l'avortement. Le candidat idéal selon Donald Trump, qui assure que personne n'était mieux qualifié pour ce poste. Ce qui compte, ce ne sont pas les opinions politiques d'un juge, mais sa capacité à mettre ses opinions de côté pour respecter ce qu'exige la loi et la Constitution. Je suis heureux de pouvoir dire que j'ai trouvé cette personne. S'il est confirmé par un vote du Sénat, Brett Kavanaugh deviendra le 9e juge de la Cour suprême américaine. Il remplacera le juge Anthony Kennedy parti à la retraite. L'octogénaire, conservateur modéré, jouait un rôle pivot dans cette institution dominée par les républicains. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par David Mitola. Merci d'avoir été des nôtres et bonne nuit chez vous.